Bonjour à tous, Ulrich Ginisson, fondateur d'Eat to Be Fit, la première communauté du régime cétogène depuis 2015. Et je rappelle que je suis en cétose nutritionnelle ininterrompue depuis 2013 et que je suis toujours vivant. Aujourd'hui, direction le Canada à la rencontre de Mario. Bonjour Mario. Bonjour. Alors ça fait longtemps qu'on se connaît, qu'on se croise via les réseaux sociaux. Tu devais presque publier un témoignage écrit il y a déjà longtemps sur notre site avec ton frère. Bon, finalement, ton frère n'a pas répondu aux questions, donc il est tombé dans les oublis, ce témoignage. Donc là, je suis très heureux de te retrouver en vidéo pour faire un témoignage complet sur ton expérience du régime cétogène. Et aujourd'hui, on va parler de diabète de type 1. Oui. Merci d'avoir accepté notre proposition, parce que le diabète de type 1, c'est quelque chose qui est très important pour moi. Parce que quand on étudie la cétose nutritionnelle, le régime cétogène, on apprend énormément de choses à partir de ce qui a été fait sur le diabète de type 1. Donc, c'est pour ça que j'ai à cœur vraiment que ce sujet soit plus connu et qu'on sache de façon plus large ce qu'on peut faire avec un régime cétogène pour manager un diabète de type 1. Donc, je te remercie vraiment pour ton témoignage. Parfait. Ouais. Ça fait ça 10 ans cette année que je fais keto, là. Puis c'est sûr qu'au début aussi, dès que tu parlais de keto, de manger faiblement de glucides dans n'importe quel groupe, tu étais out. C'est dangereux, on fait pas ça. Je mettais à risque le monde, tu sais. Mais non, c'est. Moi, mon mentor qui m'a amené à la nutrition cétogène, ça a été mon frère. Parce que mon frère avait un problème de surpoids, puis c'est lui qui a plus lu, puis que Mané, il a passé même par le paléo, puis après ça, il est venu au keto en lisant Bernstein, en lisant beaucoup. Lui, il a lu beaucoup parce qu'il lisait l'anglais aussi. Moi, je suis plus français, fait que on est plus restreint dans les informations, moins à cette heure, parce qu'à cette heure, tu peux traduire facilement un peu tout. Mais moi, c'est ça. Moi, au départ, il m'avait parlé, il dit tu as un meilleur contrôle des glycémies basses. Fait que c'est ça qui m'a attiré. Moi, mon poids j'avais du surpoids, comme beaucoup de monde. Puis souvent, nous autres, ça ne nous dérange pas d'avoir un petit ventre. Là, mais moi, c'était vraiment pour mon diabète. Puis en une semaine, ça a été comme un sixième sens. Là. J'ai vu tout de suite le contrôle complètement différent. Shake plus, pas confus parce que ta glycémie est basse. Alors, attends, on va reprendre les choses dans l'ordre. Déjà, présente-toi rapidement. Quel âge tu as, où tu es, et puis quelle est ton évolution? C'est-à-dire que le diabète de type 1, c'est clairement quelque chose qui t'a amené au régime cétogène, mais quand est-ce que tu as déclaré ce diabète de type 1? Comment ça s'est passé? Et puis après, raconte-nous comment tu en arrives au régime cétogène avec ton frère qui t'explique. Voilà. Présente-toi un petit peu pour les gens qui ne te connaissent pas encore. Ben, moi, j'ai commencé mon diabète à 26 ans, en 94. Fait que ça fait 30 ans actuellement que je suis diabétique. Puis mon diabète a tout le temps quand même été assez bien, là. Mais c'est ça. Quand mon frère m'a parlé que je peux avoir un meilleur contrôle, il y a 10 ans, en 2014, ça m'a attiré. Puis en dedans d'une semaine, j'ai dit, c'est fait pour moi. Puis j'ai dit à ma conjointe, fais ce que tu veux, je vais manger les viandes, puis je vais me faire d'autres choses, là, mais c'est ça m'a convaincu, là. Mais c'est ça. Puis quand j'ai commencé en 2014, les premières années, j'ai tout de suite descendu mon hémoglobine dans les 5%. D'accord. Et elle était à combien avant? Avant, tu étais traité sous insuline, tu ne manageais pas tes glucides, donc tu avais peut-être 200, 250, 300 grammes de glucides par jour. Ouais. En face, tu mettais l'insuline et tu avais une hémoglobine glyquée à combien à ce moment-là? En 2013, j'étais à 7, je pense. 7, d'accord. OK. Ouais. Ce n'est pas encore non plus des chiffres comme 9, 10, 11, 12. Ouais, Okay. j'ai tout le temps eu quand même. Moi, on appelle ça un peu comme un diabète de type 1 LADA parce que j'ai commencé juste à 26 ans. Fait que c'était peut-être un peu moins sévère que plus jeune. Là. Je ne connais pas toutes les spécifications là-dessus, là, mais non, c'est ça. Mais il reste que je prenais peut-être à peu près. Je suis passé peut-être de 60 unités à peu près 20 unités. Là. Maintenant, je suis à peu près à 25 unités d'insuline par jour, là, versus ce qui était 3 fois plus quasiment avant. Alors, je vais faire une petite parenthèse juste pour rappeler aux gens ce qu'est le diabète et le diabète de type 1 particulièrement. Alors,
parce qu'il ne faut pas tout mélanger. Le diabète, c'est une maladie qui, en gros, pour faire simple, on a des productions d'insuline qui ne sont pas en adéquation avec notre glycémie. Donc, du coup, on se retrouve à avoir une hyperglycémie. Le diabète est découpé en 3 grandes familles. Alors, il y a une famille qu'on va vraiment mettre de côté, qui est le diabète gestationnel, donc pour les femmes enceintes. Ce n'est pas le sujet du jour, c'est un diabète particulier. Et ensuite, il y a 2 grands diabètes. Pour 90% des gens, c'est un diabète de type 2. Donc, c'est un diabète qui arrive avec le temps. Généralement, les gens à 45, 50 ans, 60, 65 ans, après avoir beaucoup absorbé de glucides, se retrouvent à une production d'insuline insuffisante. La glycémie est au plafond. C'est le diabète qui touche toutes les personnes touchées avec le syndrome métabolique. Ça va avec le surpoids, l'hypertension. C'est le gros package. Et puis, il y a un autre diabète qui est, lui, une maladie auto-immune à la base. Donc, c'est le système immunitaire qui va détruire nos propres cellules et il va spécifiquement s'attaquer à notre pancréas. Notre pancréas va, alors je vais faire vraiment très simple, produit 2 grandes hormones, qui est à la fois le glucagon et l'insuline, qui sont produites en même temps, en opposition. Et le diabète de type 1 s'attaque spécifiquement à l'îlot pancréatique qui va produire l'insuline. Alors, si on est au début de l'attaque auto-immune, le pancréas continue à produire de l'insuline, mais en quantité insuffisante. Et si on va jusqu'au bout de l'attaque auto-immune, il n'y a plus du tout de production d'insuline. Et l'insuline est indispensable pour manager les glucides, mais aussi, de façon un peu moins importante, les protéines. Il y a une réaction insuline avec les protéines. Mais le vrai gros problème du diabète de type 1, c'est que dans ces îlots pancréatiques, il y a du glucagon qui est émis et l'îlot pancréatique qui va émettre ce glucagon est sensible à l'insuline. C'est-à-dire qu'on a l'insuline, son job, c'est de faire descendre la glycémie. On a le glucagon, son job, c'est de faire monter la glycémie. Et ce glucagon, en fait, est régulé par l'insuline. C'est-à-dire que quand on a mangé quelques glucides ou des protéines, la glycémie va monter, l'insuline va monter, et donc cette insuline va réguler la production de glucagon. Quand il n'y a plus du tout d'insuline, ce glucagon, il monte en flèche, et donc la production de glucose, la création de glucose monte aussi en flèche. Et c'est là le vrai problème. C'est-à-dire qu'on peut se retrouver en acidocétose, c'est-à-dire des corps cétoniques qui sont produits en grande quantité, et en même temps qu'une grande quantité de sucre, de glucose, avec une glycémie très élevée dans notre circulation sanguine. Le vrai sujet, en fait, c'est ça aujourd'hui. Toi, c'est ta maladie auto-immune, qui touche la production d'insuline dans le pancréas. Et donc, il y a plusieurs façons de voir les choses. Soit on a réussi à stopper l'attaque auto-immune suffisamment tôt, et il y a encore une production résiduelle d'insuline qui permet d'avoir assez d'insuline dans un régime cétogène, par rapport principalement aux besoins avec les protéines. Soit il n'y a plus du tout d'insuline, et là, dans ces cas-là, tu es totalement dépendant des injections d'insuline quasiment à vie pour manager surtout cette production de glucose avec le glucagon. Je ne pense pas avoir dit de bêtises, Mario. Non, ça ressemble à ça. Hein? Voilà. Alors, moi, je suis très, très vraiment focalisé sur le diabète de type 1 parce que tout ça, ça permet en fait de comprendre de façon très fine comment ça fonctionne. Et ce qu'on apprend grâce au diabète de type 1 est extrapolable partout. L'obésité, le sport, toutes les pathologies où le régime cétogène a un rôle, en fait, tout ce qu'on apprend vient du diabète de type 1. Et le docteur Bernstein, j'arrête pas de parler de lui parce qu'il a fait un travail incroyable de pionnier. Son livre est extraordinaire. C'est une honte qu'il ne soit pas traduit en français parce qu'il est vraiment indispensable. Ouais. Et voilà de quoi on va parler aujourd'hui. Donc, c'était pour remettre les choses dans l'ordre, sachant que le diabète de type 1, ce n'est pas du tout à mélanger avec le diabète de type 2. C'est un peu deux choses différentes, même si on parle toujours de glycémie, de glucagon, d'insuline. C'est un peu de maladies différentes. Voilà. Ouais, parce que, comme je dis, moi, au début, ça a été comme un 6e sens. J'ai tout de suite vu la différence. Moi, c'était pas mon poids, c'était vraiment pour le diabète. Puis, alors, le pancréas, alors le problème, c'est que l'être humain, en fait, c'est une machine hyper fine, super bien réglée, tout est parfaitement orchestré. C'est d'une complexité inouïe. Et quand nous, en tant qu'être humain, on veut imiter ce que la nature fait, c'est compliqué. Typiquement, quand on mange, on a ces hormones insuline, glucagon qui sont produites de façon très dynamique, très rapide, etc. Quand on n'a plus la fonction de production d'insuline, on doit injecter de l'insuline. Alors, il y a différents types d'insuline qu'on injecte. On va dire une qui a une durée de vie longue et une durée de vie courte. Donc, une qu'on va injecter plutôt le matin pour la journée et une après les repas. Et le problème, c'est qu'on peut très vite en injecter un peu trop. Et c'est ça le vrai danger avec le diabète de type 1, c'est qu'en injectant un peu trop d'insuline,
on se retrouve en hypoglycémie. Et l'hypoglycémie est dangereuse. Et c'est pour ça, j'imagine, que tu t'es dit en premier, je vais utiliser le régime cétogène justement pour éviter ces hypoglycémies. Oui. Oui. Puis le fait d'avoir un meilleur contrôle avec les glycémies bases, je shake pas, je ne suis pas confus. Ça, c'était fantastique là, parce que je peux descendre beaucoup plus bas. Puis c'est comme si je serais plus haut. Fait que ça, c'est bien. Puis veux pas, moins de glucides, moins d'insuline, moins de fluctuations. Oui. Qu'est-ce qui me fait monter le plus vite maintenant, c'est quand mon foie libère du glucose. Puis, ou que je chute plus parce que je fais du sport, puis là, j'ai eu une certaine dose, j'ai de l'insuline active, puis là, je viens agir plus vite parce que je fais du sport. Fait que c'est ça qui m'apporte des fluctuations rapides. Mais à part ça, non, à ça reste. J'ai une très bonne stabilité. Fait que depuis 2017, j'ai réussi à avoir un hémoglobine dans les 4%. Ouais, ça, c'est vraiment la réussite. La pompe, puis le Dexcom, là, t'as ta glycémie aux 5 minutes. Fait que là, j'ai vraiment réussi à tomber comme ce que le Dr Bernstein recommande, dans les 4,5%. Ouais. Alors là, c'est super parce que c'est typiquement l'hémoglobine glyquée, pour faire simple, c'est une glycation. Alors, c'est une protéine qui va être en circulation longtemps dans la circulation sanguine. Et on voit en fait, avec ce chiffre, une moyenne de la glycémie, pour faire simple. C'est pas exactement juste ce que je dis, mais ça donne une idée de la moyenne de la glycémie. Donc, quand on a des gros pics de glycémie, ben forcément, cette A1C, elle va monter. Alors, typiquement, en diabète de type 2, les gens vont avoir 6, 7 et au-delà. J'en ai vu un il n'y a pas très longtemps. Elle est partie de 14 en 3 mois avec un régime carnivore. Elle est redescendue à 6, pour te donner une idée. Ah ouais. Et c'est un chiffre vraiment super intéressant parce que lui, ce chiffre-là enlève les pics. C'est-à-dire, ça donne vraiment une moyenne. Et quand on est arrivé en dessous 5, ben on est sur des niveaux de santé, quoi. Donc là, ça devient intéressant dans le diabète de type 1. Voilà. Ah ouais, non, je suis content. Puis j'ai réussi à le maintenir. Là, même récemment, j'ai changé aussi pour la boucle fermée Android. Là, puis là, c'est génial. Là. C'est un peu comme j'aurais un pancréas artificiel. Tu sais, ça reste. Puis je réussis quand même à maintenir parce que vu que c'est une boucle fermée hybride, que je peux réussir à avoir des limites plus basses parce que Medtronic, quand ils ont sorti, il y avait le limite était à 6,7. Je veux maintenir 4,6, mais la limite est 6,7. J'ai dit, oublie ça, c'est pas bon. Là, ouais. Et toi, quand j'ai créé la Ceto Academy, notre formation en ligne sur le régime cétogène qui est sur Eat Fat to Be Fit, je me suis vraiment focalisé sur la glycémie et j'avais mis justement des graphiques de glycémie chez un diabétique de type 1 qui était avec un régime occidental riche en glucides. Alors, on voit des grands pics, des grands creux, des grands pics, des grands creux. Et puis, on voit la même personne qui passe sur un régime cétogène vraiment très bas en glucides, managé, etc. Et là, du coup, on a une borne haute et basse qui est très réduite, donc avec et quasiment une courbe relativement plate et surtout pas de creux. Et là, ça change vraiment la vie, quoi, pour un diabétique de type 1. Ah ouais, tu as bien moins de risque d'hypo parce que là, quand tu montes bien haut, il faut que tu le traites pour descendre, puis là, tu descends trop bas, tu te mets trop haut. Fait que tu fais du yo-yo, là, montagne russe. Oui. Ouais. Et c'est là que c'est intéressant parce que les gens ne se rendent pas compte quelles sont les hormones qui gouvernent notre glycémie. J'ai expliqué ça dans un module spécial sur la glycémie, les 4 grandes hormones qui les gouvernent. Mais les gens ne se rendent pas compte en fait que à long terme, il y a des risques à avoir une glycémie très élevée. Mais à court terme, on a un risque mortel d'hypoglycémie. Et c'est pour ça qu'en fait, toutes nos hormones, sauf l'insuline, sont dirigées vers faire descendre la glycémie. Tout simplement parce que dans la nature, excuse-moi, j'ai dit une connerie en faisant, c'est exactement l'inverse qu'il faut que je dise. Toutes nos hormones sont gouvernées pour faire monter notre glycémie et pas pour la faire descendre. Il n'y a que l'insuline qui sert à la faire descendre. Tout simplement parce que les glucides sont rares dans la nature. Et on voit que le risque vital à très court terme, c'est l'hypoglycémie. Et c'est pour ça que souvent les diabétiques de type 1 ont un stylo à glucagon en cas de mauvais dosage d'insuline ou un problème d'hypoglycémie pour faire remonter très rapidement leur glycémie. Et là c'est un danger vital en quelques minutes. Hein. Ouais. Voilà. Ouais, je suis chanceux, moi, j'ai pas eu souvent des hypos très sévères, mais oui, ça m'était arrivé, là, mais ouais. plus avant le keto. Là. Et en plus, c'est intéressant parce que hypoglycémie, ça veut aussi trop rien dire. Parce que souvent, tu vois, moi, j'ai utilisé des CGM. Tu sais, dès que c'est sorti, j'ai commencé à utiliser ça. Et tu vois que les CGM, ils ont des zones d'alerte où moi, je vais très bien en dessous. Hein. Voilà. Ouais. C'est-à-dire, quand tu es en keto, une hypoglycémie, ça n'a rien à voir avec quelqu'un qui serait dans un régime riche en glucides et qui sera en hypoglycémie. Tu as des gens qui mangent 300 grammes de glucides par jour.
avec une glycémie en dessous de 70, il commence à voir des étoiles. Moi, j'ai descendu une fois ma glycémie en dessous de 25. Je ne peux pas te dire à combien exactement parce que l'appareil s'arrête à 25. Voilà, avec des esters de corps cétonique, j'ai pu voir ce que ça faisait. Et en fait, il ne se passe rien. Tu es en super forme, il n'y a pas de problème. Donc, c'est relatif par rapport à est-ce que tu es en cétose, bien adapté ou pas. N'importe qui n'est pas diabétique, puis il va faire un jeûne prolongé, puis il va avoir des glycémies, comme tu dis. J'en ai vu plusieurs fois là, que ils sont corrects. T'sais. Oui, en céto, voir des glycémies le matin à jeun à 60, 65, c'est totalement courant. Alors que dans un régime occidental, le médecin va te dire « Oh là, vous êtes en hypoglycémie ce matin. » Oui, ouais, le monde, moi, qu'est-ce que je maintiens comme glycémie dans les RO4, le monde à 4, ils sont déjà trop bas. Là. Souvent, les diabètes normales là, qui mangent les glucides plus, là, ils ne veulent pas être quasiment à 4. Fait que c'est sûr qu'ils ne veulent pas se retrouver avec des hémoglobines qui sont élevées là, parce qu'ils veulent tout le temps être sûrs d'être loin de l'hypo. Oui, parce que l'hypo, c'est un danger vraiment à court terme. Les gens, on les a effrayés avec ça. Ouais. Alors que quand on est en régime cétogène, l'hypoglycémie, faut la considérer différemment. Quoi. Voilà. Ouais. Donc toi, maintenant, ça fait 10 ans que tu es en régime cétogène. Comment ça s'est passé au début? Puis après, comment ça a pu évoluer ton régime cétogène? Qu'est-ce que tu t'es mis à manger? Comment ça s'est passé? Ben, moi, comme je dis, quand j'ai commencé, ça a été très graduel. J'ai dit à ma conjointe, ben, fais ce que tu veux pour souper. Moi, je vais prendre les protéines, puis je vais me faire des salades ou les légumes. Puis graduellement, ma conjointe, elle a modifié elle aussi sa nutrition. Fait que au début, je comptais rien. Je mangeais juste moins de glucides, là, puis graduellement, ben là maintenant, je vais tout peser. Je suis plus ça coche, là, depuis une couple d'années. Là. Mais les premières années, ça s'est fait graduel. Là. Je suis peut-être descendu au début à 100, puis après ça à 50 ou 60, puis jusque maintenant. Maintenant, je suis en moyenne à 30 grammes de glucides par jour. D'accord. Et avec ça, tu arrives à avoir une glycémie entre combien et combien, minimum, maximum dans ta journée? En général, je vais jouer entre 3 et 6. Je dépasse rarement 6. OK. Puis, je suis rarement en bas de 3. Là. Mais c'est sûr que veux pas, tu vas juste aller, je vais juste aller marcher. Puis c'est sûr, il faut que j'augmente ma cible pour pas descendre en bas de 3. Mais encore là, ça ne m'inquiète pas parce que j'ai pas beaucoup d'insuline active. Fait que c'est pas comme quand tu viens de te doser d'insuline. Là, ça peut être plus inquiétant parce qu'elle va agir plus vite parce que tu fais un sport intense. Ben là, je vais faire plus attention. Là. Non, c'est sûr que le contrôle est beaucoup meilleur. Là. Ouais. Alors, je rappelle juste pour les gens qui vont me poser la question, tu t'exprimes en millimoles parce que les gens avec les unités sont perdus entre les milligrammes et les millimoles. Moi, j'ai donné des chiffres en milligrammes et tu as donné des chiffres en millimoles. Il n'y a pas de problème parce que les appareils, en fait, ils font les deux, donc il suffit de convertir l'un en l'autre. Ouais, c'est ça. En moyenne, je me maintiens à 4,6 à 83 milligrammes. Ouais. Ouais, c'est super. C'est la moyenne à tous les jours glycémique. Ouais. Alors, du coup, comment tu t'arranges? Tu fais plutôt 3 repas par jour? Qu'est-ce que tu manges aujourd'hui? Au début, quand j'ai commencé, tu sais, c'est habitué de déjeuner. Fait que je me faisais des déjeuners, œufs, viande. Mais maintenant, je ne déjeune plus. C'est vraiment un jeûne intermittent. Je mange vers midi, puis vers 5 heures. Puis après ça, je vais jusqu'au midi le lendemain. Là, en ce moment, j'ai un travail comme de week-end. Puis là, je fais des 12 heures le week-end. Fait que là, le week-end, depuis le mois d'août, souvent, je fais des jeûnes prolongés là, de 48, 50 à 72 heures. Souvent, je vais souper le vendredi. Là, je travaille mon samedi, dimanche, puis je vais dîner le lundi. Fait que je fais à peu près 66 heures souvent. Là. Mais si je sens trop la faim, ben là, quand je vais arriver de travailler, mais ça peut arriver des fois que je mange, fait que je fais une 48 heures ou. D'accord. Ouais. Mais des jeûnes prolongés dans le temps, avant que je fasse ce travail-là, j'en faisais peut-être 2-3 fois par année. Mais là, depuis le mois d'août, j'en fais souvent parce que c'est facile. Je travaille 12 heures. Bon, je prends ma pause, un lot, café. Je fais 3 pauses de 15 minutes, puis la journée est finie. Puis j'arrive ici, mais il est quasiment à 7h30. Bah, je prends un café ou de l'eau, puis c'est pas dur. Là, je ne suis pas là en train de regarder ma conjointe manger. Fait que. Non. Puis je bénéficie des bons effets du jeûne. Fait que.
Et du coup, ça te permet de voir des chiffres de ta glycémie dans le jeûne. C'est ça qui est intéressant, parce que le diabète de type 1, c'est franchement très différent de quelqu'un qui n'est pas touché par le diabète. La glycémie peut être interférée directement par les hormones, même en cas de jeûne. Et là, c'est intéressant de voir comment ta glycémie se comporte pendant ce jeûne. Comme là, je viens de faire un jeûne de 66 heures, parce que c'était à la fin de semaine. Fait que la première journée, le premier 24 heures, j'ai pris à peu près 10,4 unités d'insuline. La deuxième journée, mon deuxième 24 heures, j'ai pris à peu près 7 unités. Puis ma dernière journée, le dernier 12 heures, j'ai pris 2,8 unités pendant mon dernier 12 heures. Fait que ça baissait à tous les jours mon besoin, parce que probablement le foie il libère moins de glucose, hein, pas, j'imagine, vu que tu es en jeûne. Fait que mon besoin diminuait là, tout le temps. Puis là, dans ce temps-là, mais c'est sûr, il faut que j'ajuste ma pompe aussi. En étant en jeûne, ben, vu que je prends moins d'insuline, il faut que je modifie un peu ma basale, parce que je veux pas une pompe. Là, moi, je suis en boucle fermée, oui, mais si je perds la communication, ben, elle revient à la base. Fait que si elle revient à la base et qu'elle me donne plus d'insuline la nuit, il faut que je l'ajuste côté sécurité. Ouais, toujours encore, on en revient sur le risque d'injecter trop d'insuline. C'est ça le sujet. Et c'est comme ça que voilà, les gens doivent manager leur régime cétogène, leurs injections d'insuline dans le cadre d'un régime cétogène. Ouais. Oh ouais, c'est ça. Faut que tu t'ajustes. Ouais. Pour rester sécuritaire, pareil. Là. Mais je veux pas, on en prend beaucoup moins. Fait que l'enjeu est moins dur. Là. Ouais, mais c'est ça qui est. Toutes les personnes qui se sont mises sur le régime cétogène pour le diabète de type 1, leur objectif, ça a été de réduire radicalement leurs besoins d'injection d'insuline, la basale ou la rapide, les deux. Mais c'était l'objectif. Et donc, on a des gens qui ont divisé par 4, par 5, par 6 leurs injections d'insuline. Et on sait que l'insuline, moins on en prend, mieux c'est. Parce que on sait que les maladies neurodégénératives sont liées à l'insuline. On sait que ça pose plein de problèmes. Donc, l'idéal, c'est vraiment de mimer ce que le pancréas ferait, mais pas d'aller au-dessus. Trop d'insuline, c'est dangereux. Voilà. Ouais, moi, en étant diabétique, au départ, quand j'ai eu mon diabète à 26 ans, j'ai commencé à faire plus attention pareil. Je mangeais moins un peu. Puis je pensais bien manger. Là, mais il reste que, tu sais, on ne veut pas. Maintenant, ben, c'est meilleur. Là, c'est plus protéines, légumes. Puis, tu sais, à quelque part, là, à force d'apprendre, tu t'aperçois que qu'est-ce qui est vraiment essentiel? Ben, c'est les protéines. Le reste, c'est des compléments, mais c'est moins ça fait 10 ans, tu as vu l'évolution. Hein, au début, on faisait tous des régimes cétogènes omnivores, avec des légumes, avec tout ça. Bon. Et puis finalement, avec les années, on se rend compte que les légumes, ça ne sert pas forcément à grand-chose. Ça, c'est une source de glucides. Et puis, on se focalise sur les protéines d'abord, la viande, les œufs, le poisson, tout ça. Puis à la fin, on se dit, pourquoi je mangerais des légumes, quoi? J'ai fait l'expérience un mois de temps, juste carnivore. J'ai aimé ça, mais tu n'es pas seul, ta conjointe, tu as fait des repas, fait que bon, regarde, c'est quand même mieux que manger des pâtes ou des patates comme avant. Bah oui, manger des légumes, c'est bon, pareil. C'est des bonnes recettes. Puis, ouais. Et alors aujourd'hui, donc du coup, tu fais 2 repas par jour et tu manges quoi principalement? Donc viande, poisson, tous les repas avec des œufs? Souvent, mes dîners, je me fais des omelettes, champignons, tomates, fromage, salade. Souvent, mes dîners vont souvent ressembler à ça. Puis mes soupers, mais ça, c'est varié. Là, toutes sortes de viandes avec toutes sortes de légumes. Ma femme, elle aime beaucoup faire des recettes. Fait que, on fait des lasagnes d'aubergines ou des légumes cuits au four avec de la viande. C'est assez varié. Du coup, ta femme, ça fait aussi 10 ans qu'elle suit un régime cétogène. Oui. Elle a été plus graduelle que moi. Là, mais elle aimait son riz, elle aimait son pain. Mais graduellement, elle aussi, elle l'a modifié. Puis aujourd'hui, elle voit encore plus les bienfaits de manger comme ça. Elle a plus d'informations, puis elle réalise plus. Là. Puis elle, entre-temps, aussi, elle est devenue intolérante au lactose. Fait il a aussi fallu qu'elle modifie certaines choses. Puis, d'accord. Et comment ça se passe avec la famille, les amis, tout ça? Parce que toi tu es officiellement malade, entre guillemets, tu es touché d'un diabète de type 1, donc ça passe plus facilement pour dire ouais, mais moi je suis un régime cétogène, c'est pour mon diabète. Donc les gens, généralement, ils ne viennent pas te chercher. Mais comment ça se passe, ton entourage, tout ça? Comment ils ont vu ça? Tu as peut-être des gens qui t'ont suivi? Mon plus jeune frère, lui, a commencé un an avant moi, mais mon plus vieux frère, il était tanné de nous entendre, mais là, il est rendu plus accro que moi-même, quasiment.
mes 2 garçons, j'ai 2 garçons, puis eux autres aussi, c'est keto. Puis j'en ai d'autres dans ma famille là, qui ont vu plein de bienfaits. Souvent, les femmes voient encore plus de bienfaits peut-être que les hommes, là, mais j'ai des cousines, puis du monde dans ma famille que, oh oui. Mais c'est sûr que j'ai du monde avec qui je travaille que j'essaye de convaincre, puis il a même perdu un œil, il est diabétique. Mais, tu sais, les médecins, ils lui disent pas ça. Hey, qu'est-ce que moi je fais, c'est dangereux. Tu sais, tu peux pas aller contre un médecin, c'est le médecin, puis ils font confiance. Ben là, regarde, je peux pas rien faire, là, mais tranquillement, mais le monde s'aperçoit quand même que le sucre, c'est pas bon, là, mais... Tu sais, on vit dans un monde de fous. Hein. Moi, j'ai vu des gens qui m'ont fait des retours. J'ai vu des diabétologues dire dans des hôpitaux à des gens qui sont touchés d'un diabète, alors c'était un diabète de type 2, mais le principe est le même, surtout manger suffisamment de glucides pour votre dose d'insuline. Ils ont pris le problème à l'envers. C'est-à-dire, au lieu de mettre de l'insuline face à des glucides et ajuster, non. Ils décident d'une dose d'insuline et il faut mettre les carbs en face. C'est des fous. Ouais. C'est des fous. Et tu vois, je reprends souvent les travaux de Dr Todt et Clément, la clinique Paléomédicina en Hongrie. Ça a été les pionniers. Ils ont montré qu'on pouvait inverser un diabète de type 1. C'est-à-dire, regardez, il y a quelque chose qu'on peut mesurer dans la circulation sanguine qui s'appelle peptide C ou C-peptide en anglais. Okay. Ça se produit en même temps que l'insuline. Ça a une durée de vie plus longue, donc c'est plus facile à mesurer. Et là, on peut voir avec ce chiffre l'activité pancréatique. Et quand on suit ce chiffre, normalement, quand on a un diabète de type 1, ben, en fait, ce chiffre ne fait que descendre et il descend à 0. Ouais. Et eux, ils ont montré en fait qu'on pouvait l'inverser, c'est-à-dire qu'on pouvait faire remonter la production de ces peptides. Et puis, 4 ou 5 ans plus tard, il y a une équipe française qui a fait la même chose sur 3 cas et ils ont dit on a été les premiers au monde à avoir découvert ça. Sauf qu'ils ne devaient pas lire la littérature scientifique, il y en avait d'autres qui avaient publié avant, quoi. Hein. Okay. Et ça, c'est intéressant parce que moi, c'est vraiment un domaine qui m'intéresse beaucoup, c'est voir les molécules qu'on peut utiliser pour solliciter les cellules souches et régénérer les îlots pancréatiques. Donc, c'est-à-dire faire remonter le chiffre de ces peptides. Et ça, c'est possible parce que toutes les maladies auto-immunes fonctionnent de la même manière. Donc, l'important, c'est d'arrêter l'attaque auto-immune, arrêter les auto-anticorps, réduire les auto-anticorps au minimum et voir ce qu'on peut faire sur régénérer les tissus, que ce soit une sclérose en plaques ou que ce soit un diabète de type 1, c'est le même fonctionnement, en fait. Là, c'est intéressant. Il y a encore de la science à faire parce qu'il y en a très peu qui veulent imaginer ça. Mais alors, quand on parle à des médecins de manager un diabète de type 1 avec le régime cétogène, 99% ne sont pas au courant. Ouais, ben, ça tu m'apprends même quelque chose. Là. Mais je sais qu'en faisant des jeûnes, tu fais de l'autophagie. Oui. Fait que j'imagine que c'est avec de l'autophagie que ça se fait un peu. Il faut que tu fasses plus de périodes de jeûne, j'imagine. Il y a des molécules, pas forcément, mais il y a des molécules qui agissent sur les cellules souches. Et les cellules souches, en fait, sont centrales quand on veut commencer à régénérer des tissus, que ce soit des gaines de myéline, que ce soit des tissus de l'intestin, que ce soit selon l'attaque auto-immune ou de la thyroïde, selon l'attaque auto-immune où elle s'est faite. Donc, il faut titrer les auto-anticorps. Il faut vraiment mesurer qu'ils sont descendus. C'est ce que font Paléomédicina. Ils font un test de perméabilité intestinale dès qu'ils ont un patient, quelle que soit la pathologie. On inverse la perméabilité intestinale. Et là, s'il y a une attaque auto-immune, on mesure les auto-anticorps. Et après, on mesure si on peut solliciter les cellules souches pour régénérer les tissus. Il n'y a pas de raison, si tu veux, que avec les briques nécessaires, on ne puisse pas régénérer tous les tissus. Tu te casses un os, l'os se refabrique. Et les cellules souches sont à la manœuvre. Et quand tu te coupes, par exemple, tu as une plaie, il y a une cicatrice, les cellules souches sont à la manœuvre. Les cellules souches sont partout. Et on peut solliciter, alors il y a différentes manières de le solliciter, ces cellules souches, mais on peut régénérer quasiment tous les tissus. OK. Et ça, dans le temps, je pensais que c'était surtout possible avec les soins en lune de miel. Comme il y avait. Oui, bien sûr. De toute façon, plus. Le groupe diabétique, lui, c'est ça qu'il avait fait. Tout de suite, il y a une convention de diabète, puis il a été plusieurs années sans insuline. Aujourd'hui, je ne sais pas comment il est, là, mais. L'important, en fait, c'est d'attaquer, entre guillemets, de stopper l'attaque auto-immune le plus vite possible. Et aujourd'hui, malheureusement, la médecine, elle laisse dégénérer les choses. Toi, typiquement, dans la thyroïde, tu sais, il y a ce qu'on appelle la thyroïdite d'Hashimoto, qui est une maladie auto-immune qui touche la thyroïde. Ça concerne énormément de gens. Eh bien, on va laisser le tissu thyroïdien se détériorer. On ne va rien faire. Alors, on t'a détecté une thyroïdite d'Hashimoto, on t'a détecté une maladie auto-immune, on peut la stopper et on ne fait rien. Donc, automatiquement, ça se termine mal parce que l'activité thyroïdienne, elle va baisser.
Et après, tu deviens totalement dépendant d'hormones thyroïdiennes synthétiques que tu vas prendre en comprimé jusqu'à la fin de ta vie. Alors qu'on peut stopper ça. Les auto-anticorps, on peut les mesurer, on peut stopper l'attaque auto-immune. Et d'ailleurs, dans le milieu du régime cétogène, tu as énormément de gens, de biohackers, d'auteurs qui sont venus au régime cétogène pour un problème de thyroïde. Ils ont arrêté l'attaque auto-immune. Voilà, c'était la base. Ah, c'est bon. Ouais, voilà, c'est ça. Malheureusement, les médecins sont souvent enseignés à donner des médicaments et non à guérir le problème à la base. Tu sais, j'étais heureux parce qu'il y a 15 jours, 3 semaines, je vois une étude scientifique passer et c'était une équipe française d'un grand hôpital à Paris qui s'appelle la Pitié-Salpêtrière. Et là, je vois 3 personnes, 3 diététiciennes et je vois leur nom. Et en fait, c'était manager le diabète de type 1 grâce au régime cétogène. Ah, je fais enfin, les Français, ils s'y mettent. J'étais très, très curieux. Donc, j'écris à la personne qui est référente sur l'étude et je lui dis, est-ce que ça serait possible de vous interviewer? Elle me dit, non, je suis désolé, mais nous, on n'est pas chef de service, on n'est pas chef de projet, on n'est que diététicienne, on ne peut pas s'exprimer. Alors, j'ai dit, est-ce que le chef de projet il veut bien s'exprimer? Tu vois, j'ai toujours pas de réponse. Malheureusement, ils font que découvrir ça aujourd'hui en 2024, quoi. Hein. C'est quand tu prends le docteur Bernstein et quand tu regardes ce qu'il a fait, à quel moment il l'a fait, tu te dis, il avait juste 50 ans d'avance, quoi. Ouais, puis le 30 ans, il a fait une belle vidéo facile à comprendre, là. Ouais. Pourquoi ça n'a pas évolué? Non. Ouais. Et tu vois, je ne sais pas si tu as remarqué, mais dans tout ce domaine, est-ce que tu as remarqué que c'était tout le temps des ingénieurs qui faisaient avancer les choses? Dr Bernstein, c'est un ingénieur à la base et il passe un diplôme de médecin après sa maladie pour pouvoir parler de la maladie. Mais finalement, les ingénieurs, ils ont une approche d'ingénieur, c'est-à-dire on a un problème, on l'analyse, on le décortique, on essaie de trouver l'origine et après on essaie d'inverser le problème. Et les médecins, ils n'ont pas cette approche-là. Ouais. Ouais. Lui, avant d'être médecin, il savait déjà comment régler le problème. Oui, mais il a passé son diplôme pour pouvoir s'exprimer sur ce sujet, en fait. Ouais. Non, c'est spécial. Ouais, c'est malheureux parce que ça se sait pas assez. Et aujourd'hui, parce que le diabète de type 1, on va dire qu'une grande majorité des gens sont touchés à l'adolescence, enfants ou adolescents. Ouais. C'est un peu plus rare chez l'adulte. C'est pas un cas isolé, mais c'est plus rare. Et aujourd'hui, on a des enfants qui sont désœuvrés. On leur dit rien. On leur dit voilà, tu es diabétique de type 1, on peut rien faire. Tu vas prendre de l'insuline toute ta vie. Voilà les glucides, voilà l'insuline. Allez, au revoir. Ouais. C'est malheureux. Ah ouais, c'est pas évident, les jeunes, parce qu'eux autres, ils ont toute leur croissance, puis c'est des besoins qui sont tout le temps modulés. C'est pas comme un coup, tu es rendu adulte, c'est plus simple. Et encore, il y a une différence dans le diabète de type 1 entre la femme et l'homme, parce que la femme est gouvernée par un cycle hormonal de reproduction, le cycle ovulatoire, et en fait, cette glycémie est managée par des hormones spécifiques à la femme. Donc, c'est encore différent. Ah ouais, c'est plus d'ajustements, c'est plus complexe. Oui. C'est sûr qu'aujourd'hui, avec la boucle fermée, ça vient aider un peu. Parce que aux 5 minutes, à te corriger. Tu sais, moi, avant, j'ai eu une pompe au début, en 2016. Puis là, comme rien que pour l'effet de l'aube le matin, là, je peux me corriger à toutes les heures. Je checkais ma glycémie, j'ai monté, là, je me recorrigeais. Parce qu'avec une pompe, au moins, tu sais comment tu as d'insuline active. Fait que tu peux te recorriger sans avoir peur d'avoir un hypo. Là. Mais c'est ça, rien que pour mon effet de l'aube, je me checkais à tous les heures, puis je me corrigeais. C'est pour ça que j'ai réussi à avoir des bons résultats. Mais si j'aurais fait juste quand je mange, puis c'est pas grave si je monte, ben oui, là, j'aurais eu des hémoglobines plus élevées. Mais tu vois, tu parlais que l'effet de l'aube. Quand j'ai découvert ça, moi, en 2013, c'est en lisant les livres sur le diabète de type 1. Et c'est là que j'ai compris l'importance de savoir prendre sa glycémie à la bonne heure. Parce que on se rend compte, au début, tu dis, ah ouais, mais ma glycémie du matin, elle est élevée, comment ça se fait? Et là, tu découvres cet effet de l'aube que seuls quasiment les diabétiques de type 1 connaissent bien, ou les diabétiques de type 2 aussi. Mais les autres, ils ne savent pas. Et donc, du coup, j'ai encore des gens 10 ans ou 11 ans plus tard qui ne savent toujours pas prendre leur glycémie, qui ne comprennent pas leur glycémie, qui ne savent pas ce que c'est que le cortisol, l'impact du cortisol sur la glycémie. Et j'en reviens toujours à vraiment remercier les gens du diabète de type 1 parce que c'est eux qui nous ont tout appris. Non, c'est sûr que mes plus grosses montées, c'est souvent juste à cause de l'effet de l'aube, parce que des fois, c'est comme si je mangerais 30 grammes de glucides. Oui. Il y a la libération de glucose, tu sais. Fait que tu peux pas le traiter parce que des fois ça sera pas ça. Fait que t'as pas le choix de le traiter quand ça monte.
Oui, et puis en plus, ça met vraiment le doigt sur le problème du cortisol. Et aujourd'hui, tu as plein de gens qui ont des vrais problèmes avec le cortisol. C'est-à-dire, ils n'ont pas vraiment de gros pics de cortisol le matin, comme on devrait tous avoir. Par contre, ils ont un niveau de cortisol relativement élevé tout le temps. Ce qui fait que leur glycémie, elle est relativement élevée tout le temps, juste à cause d'un problème de cortisol. Même s'ils jeûnent 36 heures, ces personnes ont un niveau de glycémie élevé. Et comprendre le cortisol, comprendre vraiment la glycémie et toutes les hormones qui gouvernent cette glycémie, c'est un sujet passionnant. Oh, même une période de stress, là, tu vas une rencontre avec des dirigeants, n'importe quoi, là, puis c'est pareil, là, des fois, ma glycémie va monter comme si j'aurais mangé un gros muffin, un gros beigne, tu sais. Mais si j'avais rien mangé, c'est juste le stress là, qui sortait. Le cortisol de façon sur toute la journée, stress moyen, etc. Puis après, des hormones très pointues comme l'épinéphrine qui va induire un stress vraiment très aigu sur quelques minutes. Et là, ça peut vraiment matcher, ça peut envoyer la glycémie à 200, quoi, hein, à 200 mg. Ouais. Voilà. Là, ça, c'est l'avantage d'être en boucle fermée maintenant, c'est qu'aux 5 minutes, elle vaut ma glycémie, puis elle dit à ma pompe, OK, une insuline, là, tu montes. Ça vient stabiliser encore plus, puis de façon, je n'ai même pas à toi me casser la tête. Là. Surtout quand en jeûne, en réalité, j'aime pas de la regarder, ça reste tout le temps comme ça. Tu prends pas de repas, rien. C'est vrai que cette technologie a simplifié les choses et a évité les dangers de l'hypoglycémie, trop d'injections d'insuline, etc. Et donc, finalement, utiliser cette technologie avec un régime cétogène, c'est un peu le meilleur des deux mondes pour manager simplement et de façon saine un diabète de type 1 dans la durée, quoi. Oui, oui. Malheureusement, ici au Québec, c'est pas payé encore par l'État. Les adultes, c'est cher, là, fait que c'est pas tout le monde, pas beaucoup nécessairement de diabétiques qui peuvent se permettre une pompe. Là. En France, je ne sais pas comment c'est remboursé ça, mais enfin, de toute façon, la France a toujours beaucoup de retard là-dessus. En France, c'est payé par l'État, mais pas ici. OK. Ici, ça va être payé, mais pour ceux en bas de 18 ans, pour les enfants. OK. D'accord. Après, c'est des histoires entre les laboratoires, les autorités. Est-ce qu'ils acceptent de... C'est comme les capteurs de glycémie continue, tu vois, qui ont été remboursés pour les diabétiques de type 1 et type 2, quasiment dès le début. C'est depuis l'année passée qu'ils payent le Dexcom. Avant, ils ne payaient pas non plus. OK. Ouais, les CGM d'Abbott, je crois que ça fait 8 ou 9 ans qu'ils sont remboursés maintenant en France pour les diabétiques de type 1 et type 2. Ouais. C'est sûr, ça, c'est génial. La glycémie en continu. Moi, c'est ça qui m'a permis de pouvoir atteindre ce que Dr. Bernstein recommande, d'être dans les 4,6%. Non, ça, c'est pour ça, c'est génial. C'est un super témoignage. Je pense pas que tu changes de mode de vie alimentaire dans les prochaines années. Hein. Non. Même mes proches, ils sont pas diabétiques puis ils vont faire ça toute leur vie parce qu'ils voient les bienfaits. Hein? Fait que, à quelque part, on est beaucoup de plus en plus pour notre santé. Fait que, c'est pas juste pour une maladie chronique, c'est pour ta santé. Tu veux vivre, pas avoir l'Alzheimer, être en démence puis te retrouver dans un CHSLD. Fait que, même pour les personnes âgées, c'est des gros avantages là, de maintenir ta santé le plus vieux possible. Tu sais, le professeur Tim Noakes, là, qui nous avait préfacé notre premier livre, là, qui est sorti en 2017, il avait dit 80% des pathologies dans le monde sont directement liées avec notre assiette. 80%. Moi, j'avais fait une vidéo de 2 heures où je présentais un petit peu toutes les applications thérapeutiques du régime cétogène. Je crois que j'en ai sorti 72. Alors, c'est clair, tout le monde connaît l'obésité, tout le monde connaît l'hypertension, le diabète de type 2. Okay, mais après, il y a plein de choses, y compris des maladies rares, y compris des maladies qui n'ont aujourd'hui aucun traitement. Les pathologies auto-immunes, bien sûr. C'est vraiment énorme, quoi. Les gens, quand ils découvrent ça, ils se rendent compte, en fait, que, moi, je vais dire, au moins 9 fois sur 10, maintenant, leur maladie, elle a pris l'origine dans leur assiette depuis des décennies, quoi. Et donc, quand tu retires le problème dans l'assiette, tu retrouves la santé. C'est sûr. C'est sûr. Voilà. Moi, c'est sûr que c'est pour... puis, c'est pour la vie, là, tu sais, je veux pas... Là, puis regarde, ma conjointe n'est pas diabétique non plus, mes enfants, puis les autres, tous, ils ont vu la différence pour leur santé. Ils voient, ils recommencent à manger un peu de glucides, ils ont des boutons, ils ont. Ils voient autrement. Moi, j'ai jamais eu de problème, mais pour mon diabète, c'est tout de suite la différence. Là, mais autrement que ça, oui, j'ai eu un effet collatéral que je suis revenu à mon poids santé, puis je le maintiens depuis 10 ans. C'est quand même bien, là, pareil. Du coup, ça t'a fait perdre combien de kilos?
moi, j'ai perdu à peu près 20 kilos dans ma première année. D'accord. Ouais. Mon frère, lui, ça avait été plus intense. Il avait perdu quasiment 50 kilos à sa première année. Ah oui? Ouais. Ah non, c'est sûr que c'est génial pour ça, mais il ne faut pas que tu prennes ça comme un régime, parce que si tu prends ça comme un régime, tu vas tout le reprendre. C'est un mode de... non, mais le vrai problème, c'est le mot. C'est-à-dire que les gens s'imaginent que régime, c'est temporaire. Alors que c'est pas ça du tout. Le régime alimentaire, un singe, il a un régime alimentaire. Une vache, elle a un régime alimentaire. Les poissons, ils ont un régime alimentaire. Et les humains aussi, ils ont un régime alimentaire. Sauf que le régime alimentaire dominant que tout le monde pratique en Occident, il est mauvais pour notre santé. Donc, tu passes d'un régime alimentaire mauvais pour ta santé vers un régime alimentaire bon pour ta santé. Et donc, du coup, les bienfaits, ils arrivent avec. Mais c'est pas du tout temporaire. Voilà. Beaucoup de gens ont cru ça. Hein. Je fais un régime cétogène 3-4 mois, je perds des kilos et après je reprends. Est-ce que mes problèmes vont revenir? Ben oui, c'est comme si tu étais alcoolique, tu arrêtes de boire pendant 4 mois et tu reprends l'alcool. Tu auras les problèmes qui vont revenir. Voilà. Pour le diabète, là, aux États-Unis, je pense que ça a été commencé à être recommandé en 2019 grâce au Dr. Bernstein, je pense. Hein. Pour le diabète de type 1, ils ont encore des problèmes. Hein. L'ADA, ils sont corrompus au maximum. L'ADA, ils sont financés par de l'industrie pharmaceutique à mort, mais vraiment, typiquement, ils sont pas financés par les producteurs de bœuf et d'œufs aux États-Unis. Ils sont produits. Tout ce que fait l'ADA, donc l'organisation professionnelle du diabète aux États-Unis, est financé par les gens qui produisent l'insuline et les médicaments. Donc, ils n'ont pas envie de dire publiquement, massivement, arrêtez les glucides et vos problèmes vont disparaître. Malheureusement. J'ai vu le tout dernier rapport qu'ils ont fait sur le diabète de type 2. Le truc est énorme et tu as un tout petit paragraphe sur le régime keto, cétogène pour le diabète. Hein, et c'est tout petit. Hein, et c'était l'année dernière pour la première fois. Donc, c'est des fous. Ils viennent de faire un symposium là, en Floride. Ils ont fait 2 jours sur le diabète de type 1, je pense, dans le symposium. D'accord. À Boca. Oui. Mais ça, c'est un symposium qui est fait par Low Carb USA, qui est spécifique sur le régime cétogène. Pas de problème. Mais... Le docteur Bordua, ici au Canada, ça a été en 2020. J'ai été publié dans un de ses livres au docteur Evelyne Bordua-Roy. Puis, je tenais comme des références par rapport à mon diabète de type 1, que je maintiens un bon taux d'hémoglobine, tout. Parce qu'avant ça, elle n'aurait pas pu me publier parce que c'était comme pas permis encore. Là. Même elle a fait des cohortes, un peu comme ce qui se fait aux États ou en Ontario. Là. Mais ça s'améliore. Au moins, les médecins peuvent là, le recommander un peu, là, ceux qui veulent. Parce qu'avant que la mentalité de tout le monde change. Moi, j'ai commencé à passer à la radio au Canada en 2015. En 2015, il n'y avait rien. Personne ne parlait de régime cétogène au Canada. Je pense que c'est Evelyne Bordua qui a été une des premières. Oui, 2018, je crois, même moi. Ouais. Et en fait, tout bouge uniquement que quand certains médecins courageux s'engagent, font des choses, c'est-à-dire publient des documents dans des revues scientifiques, ont des cohortes de patients, etc., parce que c'est des travaux scientifiques nécessaires pour que les autres médecins puissent s'appuyer dessus. Quand il n'y a rien, on va te dire, mais vous pratiquez ça dans votre clinique, mais vous n'avez pas de science derrière, vous n'avez pas de données. Puis je ne sais pas pourquoi, mais il y a certains pays, en fait, ils sont étanches à ce qui se passe ailleurs. Tu vois, en France, par exemple, s'il y a quelque chose qui existe en dehors des frontières, ça n'existe pas. Il se passe que des choses en France. Donc, si ça n'a pas été en France, c'est que ça n'existe pas. Voilà. Okay. Et le Québec, je crois que c'est un peu comme ça aussi. C'est-à-dire, concrètement, il peut se passer d'autres choses dans le monde. Ils s'en foutent royalement. Ça ne les intéresse pas. Ça n'a pas été fait au Québec. Ouais. Au Québec, la seule que je connais, là, qu'on entend parler, c'est Evelyne Bordua-Roy. Mais à part ça, c'est sûr que je vais parler à n'importe quel autre diabétique. Il va dire, non, mon médecin, il ne me recommande pas ça. C'est dangereux. Qu'est-ce que tu fais? Oui. Et tu vois, on en revient au livre du Dr Bernstein. Le Dr Bernstein, son livre, il est en anglais. Il n'est pas en français. Du coup, il n'existe pas. Non. C'est malheureux parce que s'il y avait une traduction de ce livre... Ça coûte avant qu'il soit reconnu. Mais oui, en anglais. Oui, avant que ça soit reconnu, mais l'avantage, c'est que cette littérature-là, elle est très fiable, très sérieuse, et elle est reprise par plein de gens, et les médecins, ils ont une beaucoup plus grande liberté aux États-Unis de faire ce qu'ils veulent. J'en discutais avec mon ami Dr Jonathan Edwards en Floride. À partir du moment où tu n'as pas un patient qui te fait un procès, tu fais un peu ce que tu veux, quoi. Il n'y a personne qui t'emmerde. Tu es là pour soigner les patients. Si tu as envie de lui donner telle molécule ou telle molécule, tu le fais. Il n'y a pas un conseil de l'ordre qui va te tomber sur le dos s'il n'y a pas de plainte.
S'il n'y a pas de plainte, c'est qu'il n'y a personne qui est déçu. Tu sais, chez les libertariens, tu connais l'adage, s'il n'y a pas de crime, à partir du moment où il n'y a personne qui s'est plaint, quoi. Donc, tu n'as pas à interdire quelque chose s'il n'y a personne qui s'est plaint. Si tu es médecin et que tu as prescrit 1000 fois un médicament qui a soigné des gens et que personne s'est plaint, il n'y a personne qui doit venir te dire « vous n'avez plus le droit d'exercer la médecine, tu as soigné des gens ». Et aujourd'hui, le monde s'est inversé. Tu as un protocole officiel. Le protocole officiel est souvent payé par l'industrie pharmaceutique. Et dès que tu en sors, tu n'as plus le droit d'exercer la médecine. Ouais. Mais le keto, c'est un peu ça. Tu disais le mot keto, puis tout de suite, autant moi, quand j'allais dans un groupe, là, tout de suite, 2, 3 là, là, non, ça c'est dangereux, là, tu mets le monde en danger. Tout de suite, je t'ai exclu des groupes. Là. Oui. Tu n'as pas le droit de dire ça. Les médecins, mais c'est un peu comme ça. Là. Evelyne a sûrement eu de la difficulté parce que c'était pas permis là, de dire qu'est-ce qu'elle promouvait là, comme. Oui, j'ai même entendu parler qu'il y avait certains médecins qui ont arrêté d'utiliser le terme keto pour dire à la place un terme qui est plus utilisé dans la littérature scientifique, entre guillemets, courante, même si factuellement c'est faux, c'est low carb méditerranéen. Alors, tu dis, tu fais du low carb méditerranéen, hop, tu as de la bonne presse, c'est bon, c'est trendy, ça va. Si tu fais la même chose, mais en l'étiquetant keto, avec les mêmes aliments, ça va plus là. Là, c'est plus bon. Justement, je pense qu'il y a un livre qui sort du docteur Bordua, puis qui parle de son livre, c'est marqué méditerranéen ici. Ça, la presse, ils aiment bien, toi, méditerranéen, low carb méditerranéen, ils aiment bien. Ouais. Mais en fait, c'est keto. L'Europe aime ça aussi. Oui, l'Europe aussi. Le docteur Delorgerie, il a été un des grands promoteurs du régime méditerranéen, mais il y en a eu d'autres après. Ouais. Et ça a une bonne presse, le régime méditerranéen. Par contre, le régime keto, mauvaise presse. Ouais. Voilà. Mais quand tu as un esprit scientifique et que tu commences à taper kétosis, kétogénique dans PubMed, la littérature scientifique, tu l'as. Hein. Elle est là. Depuis un siècle, elle est là. Ah ouais. Voilà. Donc, malgré que le monde nous dise qu'il n'y a pas d'information, elle est là. Comme tu dis, elle est là, mais le monde, ils ne veulent pas la voir. Oui, parce que la science est là. Hein. Tu vas sur PubMed, tu tapes ces 2 mots-clés-là, éventuellement associé à un autre si tu veux faire un tri. Si tu tapes juste Ketogenic Diet, c'est 6000 études scientifiques publiées depuis 1920, la première. Ouais. Ça fait 103 ans de sciences publiées que tu peux lire pour toutes les applications. Tout a déjà été fait. Mais voilà. C'est une science pas payante. Non. Elle n'est pas promue. Non, parce qu'imagine un diabète de type 1 que tu vas déclencher à 15 ans. Imaginons que tu vis jusqu'à 75 ans. Pendant 60 ans, tu es un client des laboratoires pharmaceutiques. Ouais. C'est une rente. Alors que peu importe les pays, il y en a où tu vas payer directement les choses, d'autres, ça va être une assurance santé qui va payer à ta place, mais de toute façon, l'assurance, tu l'as payée, donc ça revient au même. Ouais. Tu es un client garanti pour 60 ans. Alors qu'un régime cétogène, il va te permettre de peut-être diviser tes doses d'insuline par 4, 5, 6, 7. Donc, tu fais perdre ce ratio-là à l'industrie pharmaceutique. Ça leur plaît pas bien. Non. Et le pire, c'est le diabète de type 2, parce que le gros volume des ventes sur l'insuline, c'est le diabète de type 2. Hein. Je rappelle, 500 millions de diabétiques de type 2 sur Terre. C'est 500 millions de clients tous les jours obligatoires. Oui. En plus de prendre des pilules, j'ai un de mes amis qui est diabète de type 2, il prend 3 fois plus d'insuline que moi, diabète de type 2. Oui. Puis en plus, il faut qu'il prenne des pilules. Puis, oui, alors que normalement, il ne recommande même pas. T'sais. Avec un diabète de type 2, si tu regardes son activité de C-peptide, justement, il est possible qu'avec un régime cétogène, en 3-4 mois, il n'ait plus du tout besoin d'insuline. Oui. Mais ça, forcément, tu casses un business quand tu dis ça. C'est ce que fait Virta. Tu connais Virta Hills aux États-Unis, oui. Samin Kinen. C'est ce qu'ils font dans leur entreprise. Ils inversent massivement le diabète de type 2 juste avec un régime cétogène. Non, c'est sûr, c'est idéal. Là. Non, quand on regarde ça, toute l'insuline qui s'injecte, là, c'est. Ouais. Tous les produits, eux autres, ils en prennent des pilules en plus là, pour le diabète de type 2. En plus de la metformine, des choses comme ça. Ouais. Non, c'est. Quand on regarde les effets indésirables de la metformine, il faut regarder la notice avec. Hein. C'est pas joyeux quand même. Ouais. Voilà. C'était un précieux témoignage. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose, un mot de la fin? Qu'est-ce que tu veux dire aux gens qui nous écoutent, qui hésitent encore, éventuellement des gens qui sont touchés par un diabète de type 1, qui ne connaissent pas le régime cétogène, qui voudraient se lancer? Qu'est-ce que tu veux leur dire? C'est sûr que
c'est d'essayer de s'informer des sites comme le tien ou d'autres, de se rassurer parce que c'est toujours la peur que mon médecin me prescrit me le prescrit pas. Même moi, mon médecin, en 2009, il avait fait partie d'une étude justement par rapport à manger faible en glucides pour les diabètes. Il ne m'en avait jamais parlé. C'est moi qui, en 2014, j'ai commencé ça. Puis là, il me dit ça. Il dit je sais que c'est mieux, j'ai déjà participé à une étude. Mais ses collègues, c'est comme non, c'est pas quelque chose qu'on conseille au monde. C'est dangereux. Fait que c'est le visuel qui a toujours eu un peu là-dessus. Là. Ouais. Donc, la conclusion, c'est informez-vous, renseignez-vous, devenez expert de votre propre cas. Oui, parce que la plupart des diabétiques, je sais que moi, ton diabétologue, ton endocrinologue, tu le vois une fois par année, tu le vois pendant 10-15 minutes, puis il fait tes prescriptions. Fait que celui qui contrôle son diabète, en général, c'est les diabétiques. Là, mais il y en a que c'est mon médecin. Là, mais la plupart des diabètes de type 1, on n'a quasiment pas accès à notre médecin. Là. Ouais. En plus, avec la COVID, on ne les voyait même plus. Il fallait faire par téléphone. Mais non, c'est chaque diabétique est responsable de son contrôle, là, puis de le traiter, tu sais, mais... Encore un peu, et tu vas avoir une intelligence artificielle, ChatGPT, qui va être connectée à ta pompe à insuline et qui va t'écrire directement l'ordonnance. Tu n'auras même plus besoin du médecin. Non, c'est sûr. Ouais. Eh ben, écoute, je te remercie beaucoup pour ce témoignage. Et puis, encore 10 ans en régime cétogène, et puis on fait un bilan à 20 ans. Ah ouais. Merci de l'entrevue, ça s'est bien passé. Puis, merci Mario. À très bientôt. Parfait. Au revoir. Au revoir. Au revoir.